footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui avec Danae Giron. Salut Danae. Bonjour Jess. Oui, Jess. Comment tu vas ? Ça va. Écoute, merci d'être venu jusqu'à moi, parce qu'aujourd'hui, on enregistre ce podcast ici, chez moi, à Montpellier, dont tu es originaire, mais on en reparlera. Avant de démarrer cet épisode, peux-tu nous dire qui es-tu, Danae ? Qui je suis ? Bonjour, Danae Giron. Donc, je suis DAF, directrice financière et directrice des opérations à temps partagé. Ok. Donc, l'objectif, c'est j'interviens principalement dans des startups ou des sociétés en croissance dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de la deep tech. Ok, tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait maintenant presque 7 ans. 7 ans, ok. J'ai accompagné une dizaine de sociétés. Et en début de carrière, est-ce que tu pensais faire ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, pas du tout. C'est un peu comme acheter une maison. En fait, je pensais avoir une maison rénovée dans la campagne. Je me suis retrouvée au bord de la mer. C'est un peu pareil pour mon avenir professionnel. Okay. J'ai commencé chez KPMG. C'était ce que je rêvais de faire en finance, dans un grand groupe. Donc, je me voyais vraiment finalement continuer dans des grands groupes. Okay. Et maintenant, je me retrouve à mon compte, à Montpellier, et pour travailler pour des petites sociétés. Oui, donc, pas du tout le plan de départ quand même. Rien à voir. Et l'idée, c'était aussi de se faire porter, de se laisser porter un petit peu au fur et à mesure des années. C'est ce que j'ai appris, se laisser porter. Avant de faire KPMG, je crois que c'était ta première entreprise, de mémoire. J'ai fait un apprentissage avant chez Accor, en communication financière. T'as fait quel type d'études ? J'ai fait HEC, j'ai fait prépa HEC avec l'école de commerce à l'ESC Lille. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, tiens, je vais partir plutôt dans une direction finance ou... C'était beaucoup plus tôt au lycée. Déjà au lycée ? Ouais. Non, c'est pas... Ok. Je suis dingue, j'aurais pas dire des choses pareilles. Non, mais au lycée, j'avais rencontré des personnes qui étaient en audit, justement. Et je m'étais renseignée pas mal sur les métiers de la finance, de tout ça. Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'attirait parce que j'avais à la fois le côté expertise technique, où il fallait connaître ce dont on parlait, puis le côté aussi assez global, vision d'entreprise, gestion, qui me plaisait bien. Donc c'est vrai que je me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai fait prépa, école de commerce, et après j'ai fait une alternance chez Accor. Chez Géodis, exactement, et en communication financière qui m'a beaucoup plu. Donc à ce moment-là, c'était mon plan de rentrer en communication financière, et ça a déjà commencé à plus suivre la route là, puisque je me suis retrouvée chez KPMG en audit, où je devais rentrer pour 2-3 ans comme tout le monde. Ouais, et au final, je me suis éclatée. J'ai adoré ce que je faisais. J'ai eu des équipes qui étaient formidables, on m'a laissé beaucoup d'autonomie, j'ai vu beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, au final, je me suis laissé porter chez KPMG pendant 6 ans. Ah ouais, 6 ans. Alors, je sais qu'il y a des systèmes de grades. Tu as terminé à quel grade ? Moi, j'étais manager. Manager. Et avant les grades précédents, c'est alors, quoi ? Alors, tu as assistant... Je crois que tu as assistant confirmé, senior confirmé, et puis manager, à peu près. Si ça se passe bien, tu montes un grade par an, quoi, à peu près. Et après ton grade de manager, tu devais enchaîner, si tu avais décidé de continuer. Si j'avais décidé, ce qui était mon cas, puisqu'au début, quand j'ai donné ma démission, une semaine avant, j'avais demandé, un mois avant, j'avais demandé de commencer l'association chez KPMG. Ok. Et et mon idée, c'était, je me plaisais, je me régalais, tout me plaisait. Et du coup, j'avais demandé de commencer à être associée. Ça prend plusieurs années, voilà. Ok. Et donc là, à ce moment-là, ton objectif était vraiment de rester à Paris et de... Alors, à Paris ou ailleurs, mais en tout cas de rester dans un cabinet, ouais. Ah oui. Ouais. Okay. Du coup, quel était le déclencheur qui te fait et à la fois quitter Paris et devenir indépendante ? Tu m'as dit que j'avais pas le droit de dire de bêtises tout à l'heure, donc je vais essayer de le faire en mode... Non, j'étais à Deauville et en fait, si tu veux, quand je suis rentrée chez KPMG, moi, ce qui me plaisait, c'était la santé, le monde de la pharma.
Et ils ont recruté en même temps que moi une personne qui était docteur en pharmacie et du coup qui a pris les places sur les dossiers pharmaceutiques. Et en fait, un jour, il m'appelle, il me dit « Danae, je m'en vais et tout, c'est peut-être le moment de te positionner si ça te plaît toujours et tout ça. » Moi, chez KPMG, j'étais plutôt dans l'énergie, EDF, Total, et l'industrie lourde minière, comme Cemex. Et là, je me suis dit « Ah bah oui, ça m'intéresse, je vais me renseigner, je vais aller voir l'associé en me renseignant. » Donc, j'étais à Deauville, au festival américain de Deauville, et dans ma chambre en me disant « Je vais me renseigner, comme ça, lundi, je pourrais y retourner, la semaine prochaine, je pourrais y retourner. » Et là, truc de dingue, c'était l'époque où on parlait beaucoup de logistique. Dans les médicaments, on préférait revendre au marché de l'Est plutôt qu'en France, donc il y avait des pénuries. Et je tape, comment j'avais tapé ? Drug delivery. Ah oui, voilà, j'ai tapé drug delivery. Et en fait, en tapant ça, je me suis retrouvée pas du tout en delivery logistique, mais comment délivrer le médicament tu vois, et l'excipient, quoi. Et là, je tombe dessus et je me dis, Medincell. Une société basée à Montpellier qui venait de mettre une offre de DAF, qui avait une société à impact, à mission. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, c'est fait pour moi. Ah oui. Et là, j'appelle Morgane, une copine, et je lui dis, il y a cette boîte, ils recherchent un mouton à 5 pattes, c'est pas moi, mais je passe quand même un paquet de pattes. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, de toute façon, il y a jamais tout le monde n'a jamais tout, essaye. Ouais. Et là, j'ai commencé à passer des entretiens. Coup de cœur pour le fondateur, coup de cœur pour l'équipe qui était en place. Voilà, et du coup, j'ai décidé de quitter. Mais là, à ce moment-là, Medincell, tu y vas en tant que salarié, là. Là, j'y vais en tant que salarié, exactement. Là, je quitte KPMG où on avait un hall qui faisait 500 mètres carrés, des lustres magnifiques, un endroit génial, pour une petite société qui s'appelle Medincell à Montpellier, qui vendait rien, qui faisait de la recherche depuis quelques années, mais qui avait on va dire un objet assez prometteur de changer le monde et d'apporter des médicaments longue durée à très bas coût aux pays en voie de développement et tout ça. Pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, que fait Medincell ? Medincell, c'est une société qui fait du drug delivery. Donc, en fait, ils ont une technologie qui permet d'encapsuler le médicament et de le délivrer sur une longue durée. Donc, ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois, par exemple, pour la contraception. Là, ils ont mis un produit sur le marché qui est sur la schizophrénie et qui permet aux malades, finalement, ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire que quand on te donne un médicament, la plupart des patients ne le prennent plus au bout d'un certain temps. Là, avec Medincell, il est injecté en sous-cutané, donc c'est très facile, comme une petite piqûre. Et après, ça va se délivrer sur le temps qu'aura décidé Medincell et son partenaire. Ça, c'est très vrai ce que tu dis. Effectivement, pour avoir travaillé dans une société spécialisée dans les essais cliniques, effectivement, à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a pas mal de patients arrêtent de prendre leur traitement. C'est un vrai sujet. Et sur certaines maladies, c'est pas grave, mais sur des maladies neurologiques et tout ça, où ça demande aussi de recaler pendant plusieurs semaines, ça peut être crucial pour le patient. Donc, clairement. Et donc là, tu décides de quitter Paris. Donc je quitte Paris, mois de janvier. Et tu pars à Montpellier. Et j'arrive dans ce petit hangar. Mais c'était combien quand on était... on devait être 10, 12... Peut-être, c'était petit, peut-être 15 vraiment, mais voilà, c'était une période assez intéressante parce qu'ils venaient de se rendre compte que ça marchait, ou en tout cas que c'était très prometteur. Et du coup, ils se mettaient en ordre de marche pour aller en bourse et pour trouver des partenaires et pour valider la technologie. Donc moi, quand je suis arrivée, on était 15 et je suis arrivée dans ce local où en fait il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage, on avait des gants. Tous les meubles avaient été récupérés à droite à gauche parce qu'on n'avait pas les moyens de payer. Et du coup, c'était assez ubuesque. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Attends, mais ça, c'était il y a combien d'années, ça ? Ça, c'était en 2000... Non, quelle année ? 2024. C'était 2011, 2012 ? Parce que Medincell a bien grandi. Ouais. Maintenant, ils sont à peu près 140. Moi, je les ai quittés, ça devait être 2018 à peu près. Et maintenant, ils sont 140. Ils ont un produit sur le marché. Ils ont d'autres programmes de recherche. Oui, c'est plutôt une belle réussite entre eux. C'est une belle réussite. Ça a été mis en bourse en 2018. Wow. Et mais attends, ok, toi, tu fites bien avec le job, etc. Mais tu quittes une carrière qui était toute tracée quand même, KPMG. En tout cas, tu partais pour être associé. Ça se passait bien, on va dire, à ce moment-là. En tout cas, tout était quand même sur de bons rails, on va dire. Ça se passait bien, mais j'avais toujours quand même quelque chose qui me manquait.
Tu vois, quand je faisais mes missions, j'adorais mes équipes, j'adorais mes clients et tout, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et finalement, les missions qui me plaisaient le plus, c'était ce côté opérationnel. C'était un peu d'être les mains dans le cambouis, c'était d'être au quotidien, d'avoir l'impression d'avoir un petit peu d'impact. Et finalement, quand j'ai découvert l'offre de Médincel et quand j'ai rencontré les gens, ça cochait toutes les cases. C'était une société à impact. Et tu te dis, je me lève le matin pour faire quelque chose. Ouais, pour essayer, en tout cas, de changer le monde un tout petit peu à ma mesure. Ouais. Donc, c'était un job dans une petite équipe, donc hyper opérationnelle. Il fallait tout faire. Au démarrage, construire l'équipe, faire grandir. Donc, voilà, ça couchait, en fait, finalement, beaucoup de mes cases. Ouais, ton poste de CFO, de DAF, à ce moment-là, il est plus large que ça dans cette structure-là. Alors, il a commencé en tant que CFO parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur la finance. D'accord. Voilà, okay. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place comme une petite boîte. Et puis après, dedans, il y avait la RH. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres fonctions, plutôt un peu secrétaire généraux. On avait des gros partenariats. Donc, il y avait aussi la participation au partenariat. Il y avait la participation au COMEX, puisque j'étais au COMEX et au board également de Médincel. Mais surtout, voilà, c'était en fait se mettre en ordre de marche, peu importe si c'était en finance, en RH ou à n'importe quel niveau, se mettre en ordre de marche pour pouvoir mettre un produit sur le marché, trouver des partenaires pour ça, et puis aller en bourse pour se financer. Okay. Un peu, Toi, tu as fait l'entrée? Non, moi je suis partie quelques mois avant. Et est-ce que, comme tout Parisien qui se respecte, pour avoir été Parisien plus de 12 ans, est-ce que tu n'as pas eu cette... Enfin, peut-être on te l'évoquait à ce moment-là, quand tu étais à Paris, chez KPMG. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont dit « mais tu es folle » et que tu vas partir beaucoup de gens, à part mon mari qui m'a suivi parce qu'il avait tellement envie de redescendre, qui était très content. Alors, effectivement, pour la petite histoire, Dané et ton mari, vous êtes originaire de Montpellier. Ouais. Donc c'était un job qui était assez facile, on va dire, personnellement, parce qu'on a nos familles à Montpellier, nos amis. Mais à Paris, les gens n'ont pas compris, en fait. Oui, par contre, mais même toi, en termes de carrière, tu te dis, OK, Médincel... Mes parents n'ont pas compris, par exemple. Qui ? Mes parents. Mes parents, ils disaient, mais Danae, t'as un bon salaire, ça marche bien, t'as des primes, tu te plais, mais qu'est-ce que tu vas foutre à Montpellier dans cette société qui ne peut pas payer, qui a des dettes depuis... oui. Voilà, parce que j'ai quand même gardé mon nom, parce qu'à l'époque, on avait les huissiers qui venaient et tout ça, donc j'avais gardé mon nom de jeune fille pour pas que les huissiers me trouvent chez Médincel, parce que on n'avait pas d'argent. Les huissiers venaient dans la structure ? Mais pour quelle raison ? Parce qu'on payait pas nos dettes, parce que à l'époque, on avait un projet qui était hyper ambitieux, mais on avait décidé de pas lever de fonds, à l'inverse d'autres sociétés que j'ai eues plus tard, de pas lever de fonds et de se débrouiller par nous-mêmes. Donc on allait chercher à la force du poignet l'argent, on se débrouillait et tout, mais c'était pas évident. Donc on négociait et des fois, il y avait des négociations qui se passaient plus mal. Ah oui, ça je savais. Ah non, c'était une grosse, une grosse pression parce que moi à l'époque j'avais 29 ans. Ah ouais, t'étais hyper jeune. Et du coup, ils m'ont fait confiance et ça je leur en remercierai jamais assez, mais c'est vrai que c'était une pression assez incroyable. Alors j'étais entourée, j'avais une super équipe au niveau direction aussi et au niveau de mes équipes à moi. Mais c'était une grosse pression. Et là, c'est vrai que tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça, quoi ? Tu vois, Le salaire était, pareil, avait été revu à la baisse. Tu avais baissé ton salaire pour prendre le job. J'avais baissé mon salaire, alors pas énormément, parce que j'étais... Voilà, je restais un cran en dessous de ce que j'avais avant. C'était la négociation, mais par contre, j'avais eu des actions qui était un peu la promesse, qui pour moi était un peu la chose la plus importante. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as des actions et que c'est ta boîte, donc tu as tout intérêt à faire que ça fonctionne. Ah oui, à ce moment-là, cette opportunité, alors peut-être avant tu pensais déjà à entreprendre, ou en tout cas à te mettre à ton compte, mais en tout cas ça te met dans un mindset d'entrepreneur. Exactement. En fait, je pense que, si tu veux, j'ai jamais eu ce mindset entrepreneur. En tout cas, peut-être que je l'avais, mais ça s'était jamais révélé à moi. Ouais, tu pensais pas forcément. Pourtant, mes parents étaient profession libérale et tout ça, donc ils n'étaient pas du tout salariés. Okay. Mais je m'étais jamais vue en tant qu'entrepreneur. Pour la petite histoire, quand j'étais avec mon mari chez le notaire, il nous a dit, vous voulez faire une séparation de biens ? J'ai dit, mais moi, pourquoi si vous voulez monter une entreprise. Ah non, ça, jamais. Ah ouais, t'as dit ça ? Et on l'a fait pour mon mari, qui finalement l'a fait plus tard, tu vois. Donc, c'était un bon conseil. Mais je pense que ça m'a un peu forcé parce que ça m'a mis un pied à l'étrier. Ouais. Sans être vraiment entrepreneur tout seul, puisque on avait quand même un fondateur et un cofondateur. Donc,
si tu veux, c'était un petit peu... voilà, j'ai mis un pied dedans, et quand j'ai mis le pied, ça a été après la vague. Ah ouais, ouais, parce que alors, je reviens juste effectivement sur les débuts de Médincel, que je ne connaissais pas. En tout cas, je ne savais pas qu'ils avaient tenté de lancer l'aventure dans ce contexte-là, parce que dans ce type de business, c'est plutôt la course au lever, parce que ça crame beaucoup de cash, ce type ça crame beaucoup de cash, mais le fondateur, qui est Anne Nguyen, avait déjà monté des boîtes. Il en avait une qui s'appelait Synchro aux États-Unis dans les années 90. Il en avait monté une autre qui s'appelle Invitrogène, qui après ça a été racheté qui s'appelait Life Technology, qui maintenant a été racheté par Illumina. Donc c'est quand même un serial entrepreneur. Donc ça, c'était le côté rassurant. C'était aussi le côté de me dire, je le fais pas avec n'importe qui. Ouais. J'ai des gens qui ont de l'expérience autour de moi. Et après, un des autres cofondateurs qui s'appelle Christophe Douat, qui est toujours en poste, lui, c'est pareil, il avait beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, dans suivre des sociétés de biotech et tout ça. Et ça m'a rassuré aussi, le fait qu'il s'engage dans cette société en me disant, voilà, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui savent le faire, donc pourquoi pas. C'est couillu, quoi, comme on dit, de tenter de lancer de lancer un business qui crame énormément de cash sans se dire je vais pas faire levée de fonds avant X temps. Alors l'idée c'était d'arriver le plus proche de l'IPO, parce que en fait c'est des business qui prennent du temps, où il y a des hauts, il y a des bas. Et en fait, par son expérience dans le passé, il disait les fonds, c'est pas leur métier. Ouais. D'aller à droite, à gauche, en haut, en bas, de faire les montagnes russes. Il disait si on veut porter le projet le plus loin possible, il faut qu'on soit maître de notre destin, il faut qu'on y aille, quoi. Et du coup, voilà. C'est donc lui, il avait aussi un peu d'argent personnel qui a permis à aider à passer certains caps qui ont été très difficiles. D'accord. Par exemple, l'URSSAF était mes meilleurs copains à l'époque. Ah oui. Voilà. J'avais beaucoup de, j'étais assez souvent. Ah oui, j'étais ou au tribunal, mais voilà. Mais finalement, ça a appris quand même une chose. À l'inverse de ce qui se passe quand on est dans des sociétés où on lève des fonds, ça a appris que l'argent, ça a de la valeur. Qu'un euro dépensé, si on le dépense, je dis n'importe quoi, dans un coussin de canapé, ou si on le dépense dans le labo, c'est pas la même chose, t'as pas le même retour. Et je pense que pour moi, ça a été très formateur, dur, parce qu'en finance, on a toujours préféré en avoir beaucoup que pas du tout. Mais voilà, pour moi, ça a été très formateur. Et encore aujourd'hui, des fois, on dit que j'ai des petits oursins dans les poches, mais au boulot. Mais c'est parce que je sais que ça a de la valeur et que si tu vas chercher les fonds, tu te dilues. Et aujourd'hui, là, pour moi, on m'a fait 2 promesses. Le fondateur m'a fait 2 promesses. Il m'a dit que ça allait être une aventure humaine exceptionnelle et que j'allais gagner ma liberté. Et faut dire que 10 ans après, Médincel est en bourse, marche bien. J'ai des actions. J'ai acheté, avec mon travail et avec la confiance qu'on m'a fait, le droit de faire aujourd'hui ce qui me plaît et d'être dans des choses qui me plaisent. C'est génial. Et dont j'ai envie. Bravo, en Donc tout pour cas. Ça, c'est génial. Ouais, bravo au board, bravo aux collaborateurs de Médincel. Quel succès incroyable. Puis ça a continué, là. Ça a continué à très bien marcher. Donc c'est une belle... Il y a peu de pépites comme ça. Ouais, non, c'est clair, clairement. Et en plus, elle est française et montpelliéraine. Donc on va pas s'en priver. Que fais-tu après Médincel ? Alors, après Médincel, c'est un peu comme dans les startups, dans ces sociétés, ça prend beaucoup d'énergie. Puis il y a des étapes où on n'a plus besoin exactement des mêmes compétences, on a besoin d'autres choses et tout ça. Donc à un moment donné, j'ai senti que j'étais moins alignée, que ça correspondait moins à ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et du coup, j'ai demandé à partir de Médincel. Ça s'est fait en très bonne intelligence et tout ça. Et là, c'est posé la question, soit je retourne dans une entreprise d'une autre, soit je me mets à mon compte. Et on m'avait beaucoup sollicité pour aider des startups pendant que j'étais chez Médincel, mais ça me prenait à 300%, donc c'était impossible. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et là, en discutant à droite, à gauche, assez rapidement, j'ai eu 2 clients qui me prenaient quasiment 60% de mon temps. Et je me suis dit, allez, on y va, on tente, quoi. Ouais. Encore une fois, le seul risque que j'ai, c'est que ça marche pas et que je retourne en entreprise, si on peut. Ouais. Et au final, depuis, ça a bien marché, ça se développe, parce que là, tu es indépendante depuis combien de temps maintenant ? Là, je suis indépendante depuis que j'ai quitté, 2017-2018, depuis que j'ai quitté Médincel. Et là, depuis, tu as eu que quelques clients ou plusieurs ? En gros, je pense que j'ai travaillé avec une dizaine de clients, mais sinon, j'en ai eu vraiment 4 majeurs. Alors, il y a eu la première année et demie. Et puis après, très rapidement, en 2019, j'ai rencontré 2 sociétés pour lesquelles ça n'a pas été le même coup de cœur, parce que quand j'ai rencontré les fondateurs, j'avais comment ça s'appelle, un caillou
Un caillou. Tu sais, un caillou rénal. Pardon, ok. Et du coup, comme j'avais pris rendez-vous, je me suis forcée à aller aux entretiens. Mais autant te dire que j'étais, c'était T'étais pas bien, difficile quoi. et tout. Ouais. Mais pendant cet entretien, j'ai senti que Sequan, c'est dans la génomique. Et je me suis dit, mais là, on peut faire tellement de choses D'accord. avec les tests génomiques pour aider, pour faire de la médecine personnalisée, pour aider à mieux construire des médicaments, à mieux faire de choses, que je me suis dit, c'est génial. Les deux cofondateurs étaient aussi humainement et voilà, ça a été un petit peu un coup de cœur également. Ouais. Et en parallèle, le même jour, j'ai rencontré Missia, qui est une agritech, qui est une biotech pour l'agriculture pour éradiquer les pesticides et engrais chimiques, à base d'une technologie qui est basée sur les champignons. Et là, c'est pareil. C'était à l'opposé de moi. C'était une société qui était vraiment dans l'écologie, dans la nature, dans le côté, je vais pas dire anticapitalistique, mais presque. Et là, c'était tellement loin de moi, et on arrivait à se comprendre pendant ce déjeuner où déjà moi j'étais sur une autre planète avec mes problèmes de santé, que voilà, j'ai eu envie d'y retourner et de continuer à discuter avec eux. Et au début, pour les deux, j'avais commencé. Alors, Sequan, il était un peu plus avancé parce on était quoi? Je crois qu'on était 9 ou 10, pareil, au démarrage. Okay. Et on partait, ils étaient en train de faire une première levée de fonds d'amorçage. D'accord. Donc, je devais la finaliser et puis les aider à suivre après avec le board. Alors que Missia, c'était encore plus petit, il n'y avait que 4 ou 5 personnes, avec une promesse d'un produit qui était beaucoup plus lointain. Voilà. Donc, deux sociétés différentes, mais qui, du coup, au début, je suis partie sur 2 jours par semaine. Ok. Même 2 jours par semaine, non. Même, je pense qu'on était plutôt à 2 jours, 3 jours par mois. Ah oui. Et puis, très vite, sur Sequan, très vite, on est monté assez rapidement. Et là, maintenant, je travaille quasiment 80%, quoi, en tout cas, pour les 60 deux. Pour les deux. Et donc, Sequan qui représente la majeure partie de mon temps. Sequan, aujourd'hui, ils en sont où Sequan, ils ont fait une très belle série A il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui était de 20 millions. Donc, en tout, ils ont levé plus de 30 millions en non-dilutif et tout ça. Donc, c'est une boîte qui fonctionne bien, qui est déjà en commercial, dont les tests sont utilisés des milliers de fois ou des centaines de fois par jour par des hôpitaux français. Ils sont présents dans quasiment la moitié, si ce n'est plus, des hôpitaux français. Que fait effectivement, un peu comme Énincelle pour ceux qui nous écoutent, Sequan, ouais. Sequan, c'est une plateforme qui permet de faire de l'analyse génétique. Donc en fait, de la même manière que quand vous allez faire une prise de sang, là, au moment où vous faites votre prise de sang ou autre, on va mettre ça dans un logiciel qui va analyser tous les variants et qui va faire ressortir soit des maladies rares, soit des maladies héréditaires, soit des maladies ponctuelles ou somatiques comme les cancers. Et ça va permettre de mieux diagnostiquer la maladie, puisque c'est un peu CQFD, on l'a pas. Ouais. Ça va permettre aussi d'anticiper certaines maladies. Par exemple, tu sais, c'est comme Angelina Jolie. Angelina Jolie, sa grand-mère avait eu un cancer. Oui. Donc elle a fait le test et elle avait ce variant, ce gène. Et du coup, elle s'est dit, je vais me faire une ablation parce que j'ai un risque multiplié par rapport à d'autres d'avoir ce type de cancer. Donc ça permet de prévenir certains ou de suivre certains patients. Et après, par exemple, pour le cancer, en plus de la détection, ça permet aussi de personnaliser le traitement. Par exemple, on sait que certains traitements marchent mieux si on n'a pas tel ou tel gène. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça sert à rien de donner des protocoles A, B ou C si on sait que c'est le D qui fonctionne tout de suite avec tel médicament. Ouais, donc de ce que tu dis, c'est que tu peux plus rapidement identifier une pathologie et en plus, tu peux adapter le traitement, véritablement faire du sur-mesure. C'est vraiment gagnant. Et c'est vrai, et c'est au balbutiement pour l'instant. Aujourd'hui, je pense qu'on fait même pas 5% de ce qu'on pourrait faire uniquement en tant que médecine. Sequan ne travaille que sur la médecine humaine. Qui a créé cette structure ? C'est Nicolas Philippe, qui était le fondateur, et il a créé ça avec une petite équipe qui était composée de 6 personnes à peu près, dont Jean-Marc Holder, Guillaume Buvalda, Sacha, Jérôme, Dimitri, une petite équipe qui s'est construite petit à petit, assez rapidement autour de lui, et qui a porté le projet quasiment pendant 2 ans, 3 ans, avant qu'on aille faire la première levée de fonds, où là, moi, je suis arrivée, et on a commencé à avoir d'autres personnes qui nous ont rejoints. Génial, bravo. Bravo à eux. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, Sequan ? On est pas loin de 70 maintenant. Ah oui, ça a bien grandi quand même. Ah oui, ça a bien grandi. Ça a beaucoup grandi à chaque levée de fonds, tu vois, à chaque étape de création de valeur. Ça a beaucoup grandi la dernière levée de fonds. Et là, je pense qu'on commence à avoir une belle équipe, tu vois, qui permet de faire beaucoup de choses. Ouais. Et on a atteint un seuil qui nous permet de voir grand.
Médincel, Sequan, des sociétés qui manifestement grandissent bien. On peut dire que tu as du pif, comme on dit. Ah bah, j'ai du pif, j'ai de la chance aussi, parce que j'en ai d'autres, malheureusement, qui n'ont pas été aussi loin. Bon, on va dire, c'est un secret équilibre qui est pas évident et qui change tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Voilà, il n'y a pas une recette à appliquer. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut prendre les choses quand elles arrivent, étape par étape, et puis arriver à changer, braquer s'il faut. Et ça, c'est pas évident. Et souvent, les fondateurs, quand ils sont accompagnés de gens comme moi ou d'autres, il faut être sur le même tempo aussi pour arriver à faire ça. Et est-ce que tu penses que ta position, parce que tu n'es pas une salariée Oui. est-ce que ta position d'indépendante est plutôt facilitante ou pas dans ta relation avec Sequan, par exemple, Alors, ou certains autres clients? Je pense que déjà, ma position d'indépendante, elle est très différente de beaucoup de consultants. Parce que moi, j'ai fait le choix de m'inscrire, d'être externe, mais d'être quand même part entière de l'histoire. Donc, chez Sequan, j'y suis plus de la moitié de mon temps. J'y suis tous les jours. Là, j'y étais ce matin, j'y serai cet après-midi. Okay. Voilà, j'y suis tout le temps et sur le long terme. Je m'inscris pas. Alors, si les gens veulent pas me garder, je reste pas. Mais voilà, je m'inscris sur le long terme en disant, je suis finalement une fonction de l'entreprise. À l'inverse, il y en a beaucoup qui font mon boulot, qui sont ce qu'on appelle ça s'appelle les managers de transition, du directeur de transition. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait au démarrage. J'ai eu envie de m'inscrire dans une société et pas de venir. Je trouve que ça fonctionne pas pour les startups, en tout cas pour les sociétés qui prennent du temps. On peut pas arriver, donner 3 conseils, repartir et puis se dire maintenant débrouillez-vous, si ça marche ou pas, c'est de votre faute. Ouais. C'est aussi s'inscrire dans le fait, on a envie de le faire. On a une stratégie, on la met en place, on la modifie, on la fait suivre, on la transmet. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, dès le départ. Ouais, tu avais véritablement envie d'être partie prenante du Donc, c'est pour ça que, tu vois, on est en 2024. J'ai rencontré, je crois que j'ai commencé chez Sequan et chez Micéa en février 2019. Et ça, parce qu'on parle de Sequan, Médincel et d'autres, mais on est quand même dans un univers très de niche, très précis. C'était une volonté de ta part au départ, ou c'était vraiment surfer sur le fait que... Voilà, je pense que j'avais déjà beaucoup d'écosystèmes avec Médincel. Ouais. Je m'étais rendu compte que j'avais cette flexibilité en moi de changer tous les 3 mois. Que dès qu'on met un truc en place, au bout de quelques mois, c'est fini et il faut changer, de faire progresser, de faire grandir les entreprises. Et du coup, ça se prêtait bien à ce type de société aussi. Okay. Et Dieu par mon réseau, quand on est venu me solliciter, c'était plutôt pour des sociétés qui avaient fait ce type de croissance. J'en ai aidé d'autres qui étaient moins dans la deep tech ou dans la technologie, dans la santé. Ça s'est très bien passé aussi, mais c'est vrai que c'était moins mon attrait premier également. Ouais, moi, j'aime me lever le matin en me disant que ça va changer quelque chose. Ouais, potentiellement, mais on essaye de changer un petit peu les choses, quoi. Génial. Et tu disais, quand tu as quitté KPMG pour rejoindre Médincel à Montpellier, tu as légèrement baissé ta rémunération. Être entrepreneur, devenir entrepreneur, se mettre à son compte, des fois, on peut se poser la question de la rémunération. Bien sûr. Est-ce que toi, depuis maintenant quelques années que tu es à ton compte, est-ce que ça a évolué? Non, alors moi, mais chacun a son prisme, Moi, j'ai toujours eu le prisme de me dire que l'argent, c'était un outil et que c'était pas une fin en soi. Et ça se vérifie pour moi aujourd'hui, mais j'ai l'impression que quand on fait ce qu'on aime et quand on s'éclate, après, la rémunération vient au final. Et toutes mes expériences, ma rémunération, elle a évolué. Elle a atteint des seuils qui étaient très confortables. Mais je me suis jamais dit, en prenant un poste, je vais gagner plus d'argent que dans le précédent. Je me suis toujours dit, j'ai envie de le faire. Ça m'apporte Voilà, je le sens, il faut que je le fasse, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et après, la rémunération a toujours... Mais à des rémunérations qui sont... Voilà, j'ai commencé chez Médincel, j'avais une rémunération qui me permettait de vivre tous les jours et qui n'était pas... Voilà, mais par contre, elle a plutôt évolué vers le haut à partir du moment où tu t'es mis aussi en... Elle a déjà bien évolué vers le haut avec Médincel. Qui au fur et à mesure... Je te pose la question parce que souvent, un peu le cliché, c'est, je reviens un peu sur quitter Paris, mais attends, tu vas en province, donc moins d'opportunités professionnelles et souvent, comme tu l'as fait, faut baisser sa rémunération pour basculer en province. Ma question sous-jacente, c'est finalement,
la question se repose aussi, tiens, devenir entrepreneur, selon ton activité, des fois les premières années, alors certains gagnent beaucoup d'argent très vite, d'autres pas, voilà. Toi, quel cas de figure j'ai l'impression qu'il y a une continuité. Alors moi, il y a une continuité, mais mon métier fait que c'est aussi particulier. C'est-à-dire que moi, on va dire, le risque que je prends, c'est mon risque à moi-même. C'est pas un métier capitalistique, c'est pas tout ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas le même risque quand on veut créer une usine de zéro. Bien sûr. Du coup, on s'engage pas de la même manière. J'ai aussi aidé un ami à monter une société où je suis cofondatrice qui s'appelle Fimea. Le risque n'est pas du tout le même. Là, il y a des stocks, là, il y a des salariés, il y a des choses. Et bon, moi, je me rémunère pas, mais c'est vrai que lui non plus. Mais on voit que c'est quand même pas le même portage et ça demande plus de temps, plus d'efforts au niveau de l'entrepreneur. Moi, là, on va dire ce que ça demande, c'est que les gens me fassent confiance, que j'évolue dans la boîte. Ce qui est pas si mal. C'est vrai que toi, tu vends ta matière grise. Après, beaucoup sont indépendants, que ce soit comme toi, directrice financière ou fonction RH ou whatever. Et tous n'ont pas aussi un succès. Enfin, tous ne trouvent pas leur niche. Certains peut-être ont des difficultés à trouver des clients pour se rémunérer, etc. Toi, j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne, plutôt bien. Moi, ça fonctionne bien parce que aussi, j'ai fait le choix de prendre le temps de faire les choses. Par exemple, je suis jamais arrivée dans une société en leur disant pour faire ce que vous voulez, il faut me prendre 10 jours par mois ou 15 jours par mois. D'accord. Je disais, voilà, on va voir comment ça fonctionne. Mon métier, c'est un peu comme un mariage d'un certain côté, parce qu'on dit les choses un peu désagréables. Et il faut que l'autre, il les entende. Ouais, okay. Et il a envie de les écouter et qu'il puisse les mettre en place ou qu'il puisse accepter de le faire. Donc, ça se fait pas en 2 minutes. La confiance, elle se fait sur la durée. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé comme ça en me disant, on y va tranquille, on y va doucement. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est comme ça. On peut pas fonctionner avec tout le monde. Et puis, voilà, d'évoluer petit à petit. Et c'est vrai que du coup, c'est des relations qui sont faites sur la durée. Et du coup, ma rémunération a aussi évolué sur la durée. J'ai accepté, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, des rémunérations qui étaient beaucoup plus basses que celles que j'ai aujourd'hui. Soit parce que le scope était plus limité. Maintenant, j'ai un scope beaucoup plus large. Soit parce que je travaille avec des sociétés qui n'avaient pas beaucoup d'argent et on ne va pas demander à des sociétés qui sont dans ce domaine-là de payer 1 000 € par jour. Ça ne fait pas de sens. Bien sûr, ouais. Donc, il faut aussi s'adapter. Voilà. Et du coup, ma rémunération a aussi progressé avec ça. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Dès le départ, finalement, tu as eu une approche commerciale, si je puis dire, que tu as voulu adapter à ta personnalité, à tes projets. Tu voulais travailler avec certaines sociétés, donc tu as fait un effort au départ personnel pour pouvoir justement miser aussi. Puis, tu vois, j'ai fait confiance aussi. Parce que j'ai pas mis dans mes contrats 50 000 lignes pour dire s'il arrive tel événement, on montrera ma rémunération. Ouais, moi, ma rémunération aujourd'hui, dans certains cas, elle est validée par le board. Dans certaines sociétés, je fais confiance. Et je me dis, si je bosse bien, si ça se passe bien, ça ira bien. Et pour l'instant, j'ai toujours eu raison de faire confiance. Et si le jour où ça marchera plus dans les deux sens. Donc, ça sera peut-être le moment d'arrêter. C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce qu'on sent qu'effectivement... Alors peut-être que, ça, je ne sais pas, ça a pris peut-être parfois plus de temps que si tu avais eu une démarche commerciale classique. Sûrement. Mais j'entends derrière effectivement que tu as toujours misé sur le moyen long terme et que avec cette approche, tu t'es donné les moyens justement de faire en sorte de voir si le mariage était compatible dans la durée. Et ça, c'est Je peux encore passer la crise des 7 ans pour l'instant, on verra. Mais non, voilà. Et puis une autre chose tu me demandais tout à l'heure, est-ce que ça a été facilitateur ou pas dans les sociétés ? Jusqu'à présent, ça n'a jamais été un problème que je sois à mon compte. Okay. Ça a parfois été un peu plus difficile à comprendre, notamment quand il y avait des fonds d'investissement, des choses comme ça, parce que c'est pas les standards chez nous. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais chez nous, il y en a pas tant que ça de temps partagé ou d'externe sur des fonctions de direction. Voilà. Mais en au général, final, ils préfèrent avoir des gens qui sont... Oui, parce qu'on a l'impression qu'on sécurise mieux les gens qui sont plus engagés. Et moi, ce que j'explique à chaque fois, c'est j'ai gagné ma liberté, c'est pas pour la reperdre à aujourd'hui. Et si je suis là, c'est la meilleure preuve de mon engagement. Parce qu'en fait, je peux faire autre chose. Ouais, je comprends. J'ai la liberté avec Medincel de choisir ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de m'investir à 100% dans mon projet viticole, je m'investis dans mon projet viticole. Si je suis là, c'est parce que je m'éclate, parce que j'aime la boîte. Et puis quand on t'écoute, effectivement, les choix que tu as fait, ne serait-ce que pour
collaborer avec certaines entreprises, tu es là parce que effectivement, tu as envie d'être là et que dès le départ, oui. tu as mis l'énergie et les moyens pour être là. Et puis que je me régale toujours aujourd'hui. C'est important. Non, c'est génial. C'est une jolie histoire. Tu vois, je ne savais pas ça de toi, Danae. Pourtant, pour ceux qui nous écoutent, je connais Danae depuis quelques temps maintenant. Tu vois, ça, je découvre encore des choses. Ouais, tu me surprends, Danae. C'est génial. Et c'est vrai que alors, maintenant que tu es indépendante, etc., et que depuis Ménincelle, maintenant je comprends mieux l'histoire. Tu t'es mis le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat finalement. Ensuite, tu te mets à ton compte et tu es cofondatrice d'une marque que tu as cofondée. Tu pourrais nous en parler? Alors, c'est une marque qui s'appelle Fimea, qui a été cofondée à Troyes, notamment avec 2 pharmaciens. Okay. Aurélien Parra, qui est celui qui a porté le projet depuis le début, et qui avait pour vocation d'amener des produits, tout ce qui est phytothérapie, huile essentielle de très bonne qualité, avec des qualités usage pharmaceutique. Okay. Et encore une fois, c'est de se dire, les huiles essentielles, il y en a partout, mais de bonne qualité, il n'y en a pas tant que ça. Et alors que on s'en met finalement comme un médicament, si ce n'est plus facilement qu'un médicament. Donc l'idée, c'était aussi d'apporter une qualité là-dedans pour que ça soit un moyen complémentaire aux médicaments et tout ça, mais avec une qualité pharmaceutique validée avec la NSM et tout ça. On a obtenu l'agrément. Et là, l'idée, il faut développer le projet. Ça, c'est un projet que tu as lancé il y a longtemps? Non, c'est un projet qui est lancé il y a à peine un peu plus d'1 an. Donc il faut faire un peu... il y a beaucoup de choses à faire. C'est un projet aussi industriel. Il faut avoir des bons partenaires, il faut... et moi, là, je suis vraiment... Alors, je ne suis pas très opérationnelle, puisqu'ils m'ont accepté, je ne suis pas pharmacienne, mais pour mes compétences, puis en gestion d'entreprise, pour les aider à les guider, essayer de ne pas faire des erreurs, mais qu'on fait à chaque fois de toute façon. Mais voilà, et après, le projet est principalement porté par eux, et moi, je les aide quand je peux, comme je peux avec mes compétences à moi. Et tu as peut-être aussi, dans une autre... tu es partie prenante de la création d'un fonds, non? Oui, alors ça, c'est quelque chose, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis très longtemps. Okay. En fait, avec Ménincelle et la chance qu'on a eue d'avoir une liberté financière et entrepreneuriale, je me suis toujours dit, c'est quand même pas facile pour les gens qui montent des sociétés comme ça. Il faut avoir des gens qui croient en toi sur le long terme. Il faut que les gens y mettent un ticket. Des fois, il faut en remettre un parce que t'as pas le choix. Ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, il y a plus de risques. Et je me suis dit, finalement, si un jour Ménincelle marche bien et que j'ai l'occasion d'avoir un petit peu de quoi investir, j'aimerais le faire dans des sociétés, avec des entrepreneurs et tout ça. Donc, on avait réfléchi avec d'autres personnes, des copains de Ménincelle, à monter notre fonds et tout ça. Ouais. On a investi ensemble par une holding, mais séparément. Et en fait, j'avais travaillé quelques fois avec Arnaud Laurent, et ça avait toujours très bien marché. On avait travaillé avec lui sur WeSprint. Et moi, j'étais très prise. Lui aussi. Et un jour, j'ai une boîte qui m'appelle. On arrête notre collaboration. Et 30 minutes après, Arnaud m'appelle en me disant « Danae, j'ai un super projet et tout, je suis sûre qu'il te plairait. Est-ce que tu as un peu de temps ?» Et à ce moment-là, je venais de quitter une des sociétés. Donc, je dis « Écoute, ça tombe bien. » 30 minutes après, qu'est-ce que c'est? Et il m'explique. Et en fait, c'était un peu ce que j'avais envie de faire, sans avoir aucune compétence dans l'investissement, sans savoir quoi faire. Et lui avait ces compétences-là. Et il y avait surtout des entrepreneurs à gros succès, des gens très bien autour, bienveillants, qui avaient un peu la même vision que moi de l'entrepreneuriat. Et du coup, je lui dis, pourquoi pas? Alors au début, c'était une idée, et ça s'est monté petit à petit, et puis ça s'est transformé en un beau fonds qui est agrémenté par l'AMF, qui a beaucoup de souscripteurs hyper intéressants, parmi les plus beaux succès français. Okay. Alors moi, je ne suis pas opérationnelle dedans. Je suis au comité de direction, mais j'ai d'autres activités à côté qui ne me permettent pas d'être à fond dedans. Mais de temps en temps, quand il y a des dossiers, notamment sur la santé, sur la deep tech, ils me demandent mon avis sur l'équipe, ou même en interne, sur comment on s'autogère, nous, et tout ça. Donc c'est un très beau projet. On peut le donner le nom du fonds? C'est OVNI. OVNI, ok. Voilà.
On a des super personnes qui nous ont rejoints, qui étaient au début, comme Julien Coulon, Didier Soucher, Alexandre Génie. Là, on a Mathieu Stéphanie qui nous a rejoints dans le fond. Donc, et toujours avec ce côté, on sait que c'est difficile l'entrepreneuriat. Ça sert à rien de juger. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, comment on y va? Alors, on essaye d'être différent, c'est pas toujours possible parce que s'il y a des règles, c'est bien pour une raison. Mais en tout cas, on essaye de porter les valeurs qu'on a tous au niveau des cofondateurs et des gens qui nous rejoignent, avec Augustin Sayer aussi qui nous a rejoints il y a 2 ans et qui nous a aidé à structurer notre projet, à mieux travailler au quotidien. Et ça, voilà, c'est une très belle aventure humaine également. Ça commence à faire... tu t'as été piqué au virus. Ton activité, Fimea, OVNI. En plus, je ne sais pas si tu veux en parler, mais sur le plan personnel, je sais que tu as repris le domaine viticole familial avec ta sœur. Donc on a repris effectivement jamais, en fait, le domaine viticole avec ma sœur. C'est un domaine qu'on a depuis 6 générations. Ah ouais. Donc, si tu veux, la question s'est posée aussi il y a quelques années où mon père et mon oncle nous ont dit les filles, on va pas continuer à bosser toute notre vie. Qu'est-ce qu'on fait de ce domaine? Est-ce qu'on le vend? Est-ce que vous le reprenez? Est-ce qu'on met un gérant? Et au début, on s'est dit nous, on n'y connaît pas grand-chose à part boire le vin. Ça, on est très fort. Mais on a beaucoup de talent, mais pas plus, quoi. Et du coup, ça nous a quand même trotté un petit peu en tête. Et un peu comme le reste, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on risque? On peut apprendre. Donc, ma sœur a passé son bac viticole, son bac pro. Alors qu'elle a une carrière. Ah oui, ma sœur travaille, effectivement, elle travaille chez Royal Canin, voilà. Mais moi, j'ai passé des étapes d'œnologie avec Wisset. Donc, on a essayé de se former, et puis on se forme un peu quand on peut avec mon oncle et tout ça. Ma sœur, beaucoup plus sur la technique. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on verra comment... Pour l'instant, il y a toujours mon oncle et ma tante qui sont aux commandes. Mais l'idée, c'est, comment... ça se fera, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. C'est un domaine qui marche bien, le vin il plaît beaucoup, donc pourquoi pas? Génial. Et à chaque fois, c'est toujours ça, c'est de se dire, moi, je pars du principe où la vie, c'est une opportunité. Alors, on ne peut pas tout prendre, mais quand ça s'offre à nous, s'il n'y a pas de grosses lanternes rouges, il n'y a pas de raison de se mettre des blocages ou quoi. Et puis, dans 10 ans, peut-être que je ferai plus ce que je fais, peut-être que je ferai autre chose. On sait pas encore quoi de ce que c'est fait. Et peut-être que je serai pas du tout dedans dans 10 ans parce que ma sœur le gérera à temps plein. Peut-être qu'il y a beaucoup de le nom du domaine? C'est Les Filles de Septembre. Qui se situe où? À 10 minutes de Béziers, entre Béziers et Pézenas. Voilà, ceux qui nous écoutent ou regardent, si vous voulez du bon vin, Filles de Septembre. Par Danae Giraud. Et non mais c'est fou, c'est hyper intéressant la façon dont tu racontes les choses parce que je sens en filigrane de ce que tu racontes, que ce soit même ton projet perso, le domaine familial. C'est quand même des projets où quand même tu t'investis malgré toi. Hein, c'est pas la petite activité. Fimea, le fonds OVNI, même si j'ai bien compris que tu pouvais pas y être à temps plein, on sent que en fait, je sens que tu as eu la même, presque, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais sélection ou présélection naturelle des gens avec qui tu vas collaborer. Et il y a une forme de sérénité, en fait, quand tu en parles. Effectivement, on sent que tu fais à la fois confiance, mais on sent que cette confiance aussi t'est redonnée. En tout cas, j'ai l'impression. Parce qu'après, je vais interviewer les autres. Oui, c'est ça, ça n'aura pas le même... Non, mais oui, et puis encore une fois, ce que je te disais dès le départ, si tu veux, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas tout contrôler. Ouais. Et qu'en fait, tout ce que j'avais dit dans ma vie qui allait se passer comme ça, ça ne s'est jamais passé. En fait, le fait de s'adapter, on a souvent des très belles surprises. Et moi, c'est vrai que pour des positions de CFO, CEO, c'est pas très commun, mais moi, je fais très confiance à mon intuition. J'ai été coachée chez Médincel et tout ça pour développer ça. D'accord. Et c'est vrai que j'ai une bonne intuition, en général, que ce soit sur les gens ou sur les situations. Et j'ai appris aussi à m'écouter et à me dire, j'en ai envie, ça me fait peur. J'y vais, mais j'ai peur.
Et surtout à se dire, et ça, je reviens aussi à Morgane qui était avec moi dès le démarrage, depuis la petite école. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, elle me disait souvent, mais qu'est-ce que tu risques? Ah oui, ta copine qui Ouais. que t'as appelé avant d'aller chez Ménincel. Et elle me disait souvent, de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Au pire, si ça se passe mal, t'auras acquis une expérience, t'auras fait ci, t'auras fait ça. Et c'est vrai que souvent, ça me revient, parce que je me dis, c'est vrai, au pire. Oui, alors c'est sûr, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Et manifestement, tu arrives assez naturellement. En tout cas, c'est la sensation que tu donnes. Et j'ai mon conjoint, qui est important aussi dans l'équation. On en parle assez peu dans ces aventures d'entrepreneuriat. Il y a aussi le côté, pour prendre des décisions et les faire facilement, il faut aussi, quand on vit avec quelqu'un, être aligné sur les risques que ça comporte, sur les changements que ça peut avoir sur la vie, sur la famille, sur tout ça. Et nous, on a toujours là-dessus été en parfaite harmonie à prendre ce risque en disant, de toute façon, on verra bien. Au pire, on descendra, on prendra un appartement plus petit, on fera ci, on fera ça. Et c'est vrai que ça, je pense que ça aide à passer le pas parce que ça t'enlève aussi un poids et une contrainte ou une culpabilité par rapport à ta famille, quoi. Oui, parce que tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants. Oui, donc il y a des responsabilités. En tout cas, c'est ce qui est intéressant. Enfin, tu dis, tu as osé t'écouter, et puis entre oser s'écouter et passer à l'action, c'est là où en général il y a 90% des gens qui s'arrêtent là. Mais effectivement, on sent que toi, c'est effectivement le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est je suis prête à revoir mon mode de vie. Mais je ne suis pas prête, par contre, à ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Exactement. Et je pense que de plus en plus aussi, et c'est déjà petite, j'étais comme ça. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que je le suis de plus en plus. J'ai pas envie de m'embêter. Je pense que la vie est trop courte et on le voit de temps en temps. Quand on a des rappels à l'ordre, soit de santé, soit au niveau de la famille. Ça sert à rien de rester pendant 2 ans, 3 ans à faire quelque chose où tous les matins on se lève en se disant qu'on est malheureux. Il y a des besoins partout. J'ai la chance d'avoir, en tout cas, ce côté assez généraliste. Et ce qui plaît aussi dans mon rôle aujourd'hui à temps partagé, de direction à temps partagé, c'est que je suis pas. Je pense qu'il y a des meilleurs CFO que moi. Il y a des meilleurs DRH que moi. Il y a des meilleurs de tout. Mais moi, j'ai cette capacité d'être généraliste, c'est de pouvoir parler à chacun des métiers et à pouvoir former aussi des équipes qui deviennent indépendantes sur ce sujet-là. Ouais, et puis cet engagement humain que si je dois retenir quelque chose, effectivement. En tout cas, une forme de singularité que je ressens en t'écoutant là tout de suite maintenant. Effectivement, on sent que tu as un engagement profond auprès mais je ne sais pas faire les choses à moitié. Oui, exactement. et c'est très bien résumé, effectivement. C'est exactement la façon dont je le reçois, en fait. C'est marrant ce que tu dis. Effectivement, il y a peut-être je sais pas, comme tu dis, des CFO meilleurs, pas meilleurs, j'en sais rien en tout cas. Mais une chose est sûre, en travaillant avec toi, on sait que ça va aller jusqu'au bout, quoi. En tout cas, il y aura un engagement humain. En tout cas, je ferai mon exactement. Tu donneras le meilleur de toi, ça c'est sûr. Et ça, c'est assez agréable. Est-ce qu'on arrive à la fin de cet épisode? Est-ce que aujourd'hui, donc tu es à Montpellier, tu as toutes ces activités maintenant depuis que tu t'es mis à entreprendre. Est-ce que tu changerais quelque chose? Est-ce que je changerais quelque chose? Alors, c'est pas tant, je changerais peut-être pas le parcours et tout ça parce que je me plais. Par contre, je changerais certaines situations où des fois j'ai pris trop longtemps à m'écouter et à me dire que c'était le temps de changer ou à me dire qu'il y avait des personnes avec, voilà, c'est vrai que dans mes activités on crée un lien très fort avec les gens et des fois au bout d'un moment soit ça me convient plus à moi, soit ça convient plus à l'autre. Voilà, et c'est vrai que des fois parce qu'on a cet affect, parce qu'on a cet engagement, on continue, on poursuit certaines activités un peu plus longtemps. Ce que tu dis, dans certaines situations, tu aurais aimé peut-être y aller plus tôt et dans d'autres, peut-être couper plus tôt. Exactement. Et en fait, ça, je trouve qu'on l'apprend aussi avec l'expérience. Des fois, j'ai travaillé avec des amis où c'est difficile, des fois, de se dire, tu trouves toujours souvent des excuses et tout ça. Soit tu dis, oh non, mais je vais l'aider, je vais y arriver, mais on n'est pas forcément la bonne personne.
pour le faire. Et à l'inverse, des fois, on se dit, je peux pas l'aider parce que il m'écoute plus. Et du coup, voilà, ou inversement. Et je trouve que ça, c'est dans mon métier à moi, où il faut un engagement quand même assez total, il faut avoir cette confiance. Il faut aussi, il faut apprendre à s'écouter et à se dire des fois, c'est terminé, c'est pas grave, on va vers d'autres aventures. Ouais. Apprendre à s'écouter. Je pense que c'est pas mal de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Danaï Giraud, d'être venue dans cet épisode d'Hors Normes. À très très bientôt, parce que nous on se reverra bientôt, plus sur le plan personnel, mais je te dis merci encore d'être venu sur cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez évidemment retrouver cet épisode très prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez la vidéo, évidemment, c'est sur la chaîne YouTube d'Hors Normes. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.